Bonjour, je suis Mathias Gay, pharmacien à Marseille. Je suis spécialisé dans la dépendance et la perte d'autonomie chez la personne âgée. Et aujourd'hui, nous allons parler de la maladie d'Alzheimer et savoir comment vous comporter face à un malade. Ce module est réalisé chez Domitis Labadiane dans le quartier de la Joliette à Marseille. Domitis est le numéro 1 français des résidences-services seniors avec plus de 180 résidences et 18 000 résidents. Alors, qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer? La maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative, c'est-à-dire qu'elle attaque les cellules du cerveau et elle provoque une perte progressive de la mémoire, mais également d'autres fonctions liées au langage, au raisonnement, à l'apprentissage. Cette maladie évolue généralement vers une perte d'autonomie et a de lourdes répercussions sur le quotidien et les activités du patient. C'est une des causes principales de handicap et de dépendance chez les personnes âgées. Il n'y a aucun traitement pour cette pathologie. La maladie d'Alzheimer attaque les neurones, c'est-à-dire qu'elle attaque et détruit les cellules du cerveau. La mémoire à court terme est la première affectée, puis la maladie s'étend à l'ensemble du cerveau. L'évolution est très lente, c'est la raison pour laquelle les symptômes apparaissent chez la personne âgée. Les principaux facteurs de risque sont les trois suivants: l'âge, la génétique, l'environnement. Concernant l'âge, l'incidence de la maladie augmente après 65 ans et explose après 80 ans. Concernant la génétique, plusieurs gènes seraient liés à une sensibilité accrue à la maladie. A l'inverse, il apparaît que certains gènes protégeraient de la maladie. Concernant l'environnement joue un rôle très important. Des facteurs de risque cardiovasculaires, diabète, hypertension, cholestérol, non pris en charge sont associés à une survenue plus fréquente de la maladie, sans qu'on sache les raisons. Le manque d'activité aussi est un facteur de risque, ainsi que les microtraumatismes crâniens constatés chez certains sportifs comme les rugbyman, les boxeurs, ou encore pour les patients qui ont subi de nombreuses anesthésies. A l'inverse, le fait d'avoir fait des études, d'avoir eu une activité professionnelle stimulante, ainsi qu'une vie sociale active, semble retarder l'apparition des premiers symptômes et leur sévérité. Les premiers symptômes sont une perte d'autonomie et un retentissement progressif sur les activités du quotidien, comme la toilette, les déplacements, l'habillage. L'évolution de la maladie se fait sur plusieurs années. D'autres symptômes peuvent ensuite se manifester selon le stade de la démence. Il existe trois évolutions de symptômes: les symptômes légers, les symptômes modérés et enfin les symptômes sévères. Concernant les symptômes légers, le patient souffre d'oublis qui peuvent paraître anodins mais qui augmentent avec le temps, comme la perte d'objets, la perte des clés, la perte du téléphone. Concernant les symptômes modérés, le patient perd progressivement son autonomie, il a du mal à reconnaître les personnes de son entourage et a du mal à réaliser des tâches ou à prendre des décisions par exemple. Enfin, concernant les symptômes sévères, le patient perd toute sa mémoire et presque toute son autonomie pour les gestes du quotidien. Il va se perdre dans la rue, avoir du mal à rentrer chez lui, il va avoir du mal à effectuer des gestes habituels comme manger, s'habiller, il va développer des troubles du langage et va chercher ses mots ou confondre un mot pour un autre. Nous allons aborder maintenant les signes et les symptômes de la maladie d'Alzheimer. Vieillir ne signifie pas perdre la mémoire. Si une personne présente des problèmes de mémoire ou si on observe des changements au niveau de ses aptitudes, il ne faut pas les ignorer. Il faut consulter un médecin pour en déterminer les causes. Mais attention, de nombreuses personnes présentent des troubles de la mémoire. Cela ne signifie pas qu'elles sont atteintes de maladie d'Alzheimer ou de démence. Le signe le plus connu de la maladie d'Alzheimer est la perte de mémoire, c'est le signe le plus courant. Le fait d'oublier des informations récemment apprises, le fait d'oublier des dates, le fait de demander la même information à plusieurs reprises, le fait d'avoir recours à des aides-mémoire, comme un bloc-notes, la mémoire du téléphone, sont des signes d'alerte. Le fait de faire appel à des membres de la famille pour des choses qu'on avait l'habitude de gérer soi-même, l'utilisation d'un outil électroménager, les règles d'un jeu de société sont des signes qui doivent vous alerter. En revanche, une personne qui vous demande fréquemment de vous lui rappeler des noms, de lui rappeler les rendez-vous, mais qui s'en souvient plus tard, ne doivent pas vous alerter, c'est un signe normal du vieillissement. Le deuxième symptôme de la maladie d'Alzheimer est la difficulté à planifier ou à résoudre des problèmes. Dans le quotidien, ça se manifeste avec des difficultés à suivre une recette qui leur est familière, assurer un suivi des factures mensuelles par exemple. Elles peuvent avoir difficulté à se concentrer, à prendre beaucoup plus de temps qu'avant pour faire des tâches comme les tâches administratives. En revanche, faire des erreurs occasionnelles dans la tenue des comptes est un signe normal du vieillissement. Le troisième symptôme de la maladie, c'est la difficulté à exécuter les tâches familières à la maison, au travail ou durant les loisirs. Les personnes atteintes de cette maladie ont souvent du mal à exécuter les tâches quotidiennes, comme réaliser un repas, écrire, s'habiller, se laver,
Parfois, elles peuvent même rencontrer des difficultés à conduire jusqu'à un endroit qu'elles connaissent pourtant très bien, à gérer un budget au travail ou à se souvenir des règles de leur jeu favori. En revanche, avoir du temps pour pouvoir utiliser un four à micro-ondes par exemple, ou enregistrer une émission à la télévision, n'est en aucun cas un signe anormal du vieillissement. Le quatrième symptôme de la maladie, qui est très connu et qui est très fréquent, c'est la confusion avec le temps ou le lieu. Les personnes atteintes de cette maladie peuvent perdre la notion des dates, des saisons et du temps qui passe. Elles peuvent avoir du mal à comprendre quelque chose si cela ne se produit pas immédiatement. Elles peuvent parfois oublier le lieu où elles se trouvent et comment elles sont arrivées là. On peut prendre comme exemple l'incapacité à rentrer chez soi, l'oubli de l'endroit où la personne devait se rendre, la non-reconnaissance d'un lieu qui pourtant leur est très connu et familier. Cependant, être un peu confus quand on se demande quel jour de la semaine on est, mais qu'on s'en souvient plus tard, ne doit vous alerter, c'est un signe normal du vieillissement. Le cinquième symptôme, un peu plus compliqué, c'est la difficulté à comprendre les images et les positions dans l'espace. Alors, cela signifie que pour certaines personnes, avoir des problèmes de vision peut être un signe de la maladie d'Alzheimer. Elles peuvent avoir des difficultés à lire, à évaluer les distances, à déterminer les couleurs et les contrastes. En termes de perception, elles peuvent passer devant un miroir et penser que c'est quelqu'un d'autre qui se trouve dans la pièce. Elles peuvent ne pas se reconnaître dans le miroir. En revanche, avoir des troubles de la vision liés à l'âge, comme la cataracte, est un signe normal du vieillissement et ne doit pas vous alerter. Le sixième symptôme est lié au problème d'expression orale ou écrite. Les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer peuvent avoir des difficultés à suivre ou à se joindre à une conversation. Elles peuvent s'arrêter au milieu d'une conversation et n'avoir aucune idée de comment la poursuivre ou bien elles se répètent. Elles peuvent rencontrer des difficultés avec le vocabulaire ou avoir du mal à trouver le mot juste ou appeler encore les choses par le mauvais nom. Par exemple, appeler une montre une horloge de poignet. En revanche, avoir parfois du mal pour trouver le mot juste est un signe normal du vieillissement. Le septième symptôme, un symptôme assez fréquent et facile à repérer, c'est la présence d'objets égarés et la perte de capacité à reconstituer un parcours. Les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer peuvent ranger des objets dans des endroits insolites, comme par exemple ranger le téléphone dans le frigo. Elles peuvent perdre des choses et être incapables de revenir sur leurs pas pour les retrouver. Parfois, elles peuvent accuser les autres de les avoir volés. Cela va vous arriver au quotidien. Il ne faudra pas vous affoler et il faudra gérer la situation. Cela peut se produire plus fréquemment au fil du temps. En revanche, égarer des objets de temps en temps et retracer le parcours pour les retrouver est un signe normal du vieillissement. Le huitième symptôme, le jugement amoindri. Qu'est-ce que c'est que le jugement amoindri? C'est une difficulté ou une baisse de capacité du jugement. Les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer peuvent éprouver des changements dans leur jugement ou leur prise de décision. Par exemple, elles peuvent faire preuve d'un jugement amoindri dans leur rapport avec l'argent et donner des sommes astronomiques à des inconnus comme un télévendeur. Elles peuvent accorder moins d'attention à la toilette ou au fait de maintenir leur hygiène corporelle. En revanche, prendre une mauvaise décision de temps en temps est un signe normal du vieillissement. Le neuvième symptôme, c'est le retrait du travail ou des activités sociales. Les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer peuvent commencer à se retirer de certaines activités de loisirs, sociales, sportives ou de certains projets de travail. Elles peuvent avoir du mal à suivre leur équipe sportive préférée, à se rappeler comment pratiquer leur passe-temps favori. Elles peuvent également éviter tout contact social en raison des changements qu'elles subissent. En revanche, se sentir parfois très fatigué pour remplir ses engagements professionnels, familiaux ou sociaux est un signe normal du vieillissement. Enfin, le dixième et dernier symptôme, le changement d'humeur et de personnalité très fréquent chez les malades d'Alzheimer. L'état d'esprit et la personnalité des malades d'Alzheimer peuvent changer. Elles peuvent devenir confuses, soupçonneuses, déprimées, craintives ou même anxieuses. Elles peuvent être facilement bouleversées à la maison, au travail, chez des amis ou dans des lieux hors de leur zone de confort. On peut ainsi rencontrer des troubles psychiques comme l'anxiété, la dépression, l'agitation, la peur et même l'agressivité. En revanche, acquérir une sorte de routine pour faire les choses et devenir irritable si cette routine est interrompue ou perturbée est un signe normal du vieillissement. S'il n'existe pas de traitement pour soigner la maladie d'Alzheimer, on peut néanmoins ralentir sa progression, et d'autant plus efficacement si le diagnostic est précoce. Cela permet aussi au patient de prendre des dispositions au regard de sa vie future, tant qu'il possède encore toutes ses facultés de discernement et de prise de décision. Le plus souvent, la personne vient consulter son médecin traitant à cause de complications de la vie quotidienne. Des oublis, difficultés à gérer certaines tâches, perte de repères dans l'espace, dans le temps, des troubles de l'humeur. Le médecin généraliste réalise d'abord un entretien qui permet d'exclure une autre cause aux symptômes évoqués par le patient.
Il propose ensuite un dépistage, composé de tests spécifiques, souvent avec un neurologue, qui évalue certains aspects de la mémoire et la réalisation de tâches simples. En outre, différents examens d'imagerie permettent de compléter le diagnostic. La maladie d'Alzheimer est la première piste évoquée devant un syndrome démentiel. Actuellement, il n'existe aucun traitement curatif, c'est-à-dire aucun traitement qui soigne contre la maladie d'Alzheimer. Il existe peu de médicaments disponibles sur le marché. Ces médicaments ne guérissent pas le patient, mais ils permettent de ralentir l'évolution de la maladie ou d'améliorer certains troubles du comportement. Notamment, on peut observer certaines améliorations dans la réflexion, la mémoire, la communication ou les activités quotidiennes. Du fait de la perte de repères, la maladie d'Alzheimer est très éprouvante à la fois pour les personnes malades, leurs familles et les personnes aidantes. Les actions thérapeutiques reposent sur 2 points. Le premier, la prise en compte du retentissement psychologique de la maladie. Enfin le deuxième, la mise en place d'activités qui améliorent le quotidien du patient et sa relation avec son entourage, les proches, les soignants. Ces activités peuvent toucher l'art, la peinture, la sculpture, l'écriture, la musique, le théâtre. Elles peuvent toucher au corps, avec de la gymnastique douce, de la sophrologie, de la relaxation, et enfin à la cognition, avec par exemple la participation à des ateliers mémoire. Il est recommandé d'adopter une bonne hygiène de vie, avoir une activité physique régulière, ne pas fumer, éviter de boire de l'alcool, faire attention à son poids, manger des aliments sains. Les autres facteurs de risque comprennent la dépression, l'isolement social, le faible niveau de scolarité, l'inactivité cognitive, c'est-à-dire les stimulations par des activités intellectuelles, et la pollution de l'air. On estime qu'environ 1 million de Français sont atteints de la maladie d'Alzheimer. Il s'agit donc de 8% des Français de plus de 65 ans qui seraient atteints. Les femmes âgées semblent plus exposées. La maladie d'Alzheimer entraîne de nombreux troubles qui vont avoir des conséquences sur la vie quotidienne de la personne en soins et de son entourage. Les connaître, les décrypter est essentiel pour apporter des réponses adaptées et proposer un accompagnement de qualité pour la personne sans oublier son ou ses proches aidants. La maladie d'Alzheimer est encore un sujet tabou qui est difficile à évoquer dans beaucoup de foyers. Alors le jour où les premiers symptômes apparaissent, comme la perte de mémoire, les difficultés à se repérer, beaucoup de personnes préfèrent ne pas y prêter attention et faire semblant de les ignorer. Votre rôle d'assistant de vie aux familles est d'entendre les doutes des malades sur leur futur, mais aussi de poser sur eux un autre regard. En effet, ne pas les voir au travers de tout ce qu'ils ont perdu, mais valoriser tout ce qu'ils sont encore capables de faire. C'est les encourager à retrouver du plaisir à être dans la vie. Il est important pour vous de bâtir avec eux une relation de soins basée sur la confiance, l'empathie et la valorisation de leurs capacités conservées. Construire un projet de vie personnalisé. Accompagner une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer représente un investissement très exigeant, souvent stressant et qui s'avère parfois épuisant. Ce module de formation sur Alzheimer a pour ambition de faciliter le quotidien des aidants et de vous aussi les auxiliaires de vie, en leur transmettant les savoirs essentiels à un accompagnement de qualité. Le but est de réduire les risques de crise et d'accidents et de laisser chaque jour le plus de place possible au plaisir et à la tranquillité. Car la vie ne s'arrête pas avec la vie d'Alzheimer, elle prend une tournure différente à laquelle il est important de savoir s'adapter en permanence. Nous allons aborder les différentes solutions qui vont vous guider dans les attitudes à adopter face à cette maladie. Dans une première partie, on va aborder comment porter un regard nouveau sur les malades pour les comprendre et les aider. Dans un premier point, on va essayer de faire reculer la peur au sujet de la maladie d'Alzheimer. En effet, beaucoup de Français ont peur de la maladie d'Alzheimer. S'informer sur cette maladie est la première étape clé pour se débarrasser de cette peur que cette maladie peut éveiller en vous. Une prise en charge adéquate d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer peut permettre de ralentir la progression de la maladie, voire même d'en atténuer les effets. Si un malade est bien entouré, bien traité, il se sentira mieux et plus apaisé. L'ensemble de ses capacités bénéficiera de cet environnement positif. En revanche, s'il se trouve face à une personne angoissée, stressée, le malade le ressentira immédiatement. Il fonctionne comme un miroir émotionnel. Il faut donc éviter de transmettre son stress car la maladie d'Alzheimer rend plus difficile la gestion des émotions. La deuxième aptitude, c'est conserver un regard attentif. La maladie d'Alzheimer affecte le langage, elle brouille la perception de l'environnement et rend difficile la gestion du stress.
Il est donc fondamental de parvenir à comprendre votre malade. En effet, il ne pourra pas toujours exprimer clairement un trouble, une gêne ou une émotion. Par l'observation calme et attentive, on peut, peu à peu, déceler ce qui se fait du bien à un malade, ce qui le rassure, ou au contraire ce qui le met en situation de stress et le pousse à se replier sur lui-même. La troisième aptitude à adopter pour les assistantes de vie aux familles, c'est développer un regard bienveillant envers le malade. Au-delà d'une observation attentive, la meilleure manière d'accompagner un malade est de développer un regard bienveillant et plein de considération. Le malade n'est pas responsable de son état. C'est inutile de le culpabiliser. Il faut le valoriser, souligner ses qualités. Cela réduira le risque de mal-être et il gardera confiance en lui et en ses proches. Vous avez 3 attitudes à développer en tant qu'assistant de vie aux familles. Faire reculer votre peur face à la maladie d'Alzheimer. Avoir un regard bienveillant sur le malade. Être attentif à l'évolution des symptômes de la maladie. Avec un malade d'Alzheimer, une nouvelle communication s'impose. La maladie d'Alzheimer modifie la capacité à communiquer avec le malade. Le malade utilise de nouveaux mots, de nouvelles formes verbales, parfois très difficiles à comprendre. Il peut utiliser aussi des comportements, des gestes, des mimiques. Il faut prendre le temps de les écouter et être attentif aux gestes. C'est la clé pour conserver une communication par les mots, mais aussi par les gestes. Cette communication le stimulera, lui permettra de ne pas se sentir abandonné. Cela ralentira aussi l'apparition de troubles du comportement. Le deuxième point pour modifier vos aptitudes pour mieux communiquer, c'est établir les bonnes conditions de la relation. Pour établir une bonne communication avec le malade d'Alzheimer, il faut s'assurer que vous avez bien capté son attention. Il faut que vous manifestiez votre présence en vous approchant de face, en faisant un peu de bruit pour attirer son attention. Il faut s'assurer qu'il vous voit, établissez un contact visuel et placez-vous à sa hauteur. Vous pouvez aussi établir un contact physique, en lui prenant la main par exemple, pour ancrer son attention. Évitez que des distractions perturbent votre échange. Éliminez les bruits inutiles. Parlez calmement, en articulant, avec des phrases simples. Ne lui parlez pas non plus comme à un enfant, afin de ne pas le blesser son estime de soi. Votre proche demeure un adulte. De plus, il peut avoir des moments de grande lucidité. C'est pourquoi il ne faut pas parler de lui comme s'il n'était pas là. Évitez la confusion pour votre proche. Parlez d'un seul sujet de conversation à la fois, sans en changer brusquement. Lorsque vous l'interrogez, posez des questions courtes qui demandent des réponses précises. Laissez-lui le temps de répondre, il se sentira écouté et il est important qu'il continue à faire des efforts pour communiquer. Cela le stimule intellectuellement. Utilisez des gestes, des mimiques pour vous faire comprendre en cas d'incompréhension. Manifestez de l'intérêt pour ce qu'il vous dit, même si vous ne comprenez pas bien ce qu'il essaye de vous dire. Vous favoriserez ainsi une relation de confiance et vous protégerez sa dignité. Si votre bénéficiaire ne veut pas discuter et refuse de vous écouter sur le moment, n'insistez pas. Vous pourrez réessayer plus tard. Enfin, pour mieux communiquer avec un malade atteint de la maladie d'Alzheimer, il faut changer d'attitude pour une relation apaisée et fluidifiée. Tout d'abord, il faut acquiescer au lieu d'argumenter. Il est inutile de raisonner un patient atteint d'Alzheimer. Il vaut mieux changer de sujet, quitte à y revenir plus tard, ou accepter le point de vue du malade. Attention, cette recommandation ne s'applique pas à des sujets trop importants comme la prise de médicaments ou les questions relatives à sa sécurité. On utilise cette stratégie lorsque le malade tient des propos incohérents. Répondez avec des mots neutres. Ah oui, je vois. Il ne faut jamais essayer de convaincre un malade d'admettre qu'il est malade. Vous éviterez des situations violentes et difficiles. Il faut accepter à être prêt à recevoir des reproches, même injustifiés. Si le ton monte, il est souvent préférable de quitter la pièce. Il faut toujours éviter le conflit. Il faut rassurer au lieu de sermonner. Il faut toujours s'adresser au malade avec bienveillance et douceur. Un malade en confiance et rassuré fera des activités avec plus de facilité. Il faut éviter de faire des reproches ou de montrer son agacement au malade. Cela risque de le culpabiliser et cela compliquerait les échanges. Il faut distraire plutôt qu'embarrasser. Lorsque le malade ressent de l'embarras, de la frustration, de la colère, de l'anxiété, il s'agit d'attirer son attention sur un autre sujet. Vous pouvez lui évoquer des souvenirs anciens et agréables, lui proposer une activité qui lui plaise, regarder des photos, écouter de la musique. Il faut raconter au lieu de dire « souviens-toi ». La maladie touche essentiellement la mémoire récente. Il faut donc éviter de parler de souvenirs proches. Cela risque de le rendre mal à l'aise et de l'énerver. Pour éviter ces situations embarrassantes, parlez-lui clairement et naturellement en racontant l'événement passé pour l'aider à se le remémorer.
Gardez toujours à l'esprit que sa maladie affecte sa mémoire, pas son intelligence. Il faut répéter au lieu de s'énerver. Lorsque vous expliquez quelque chose, privilégiez les explications courtes qui tiennent en une phrase ou deux. Soyez prêt à répéter vos explications, mais aussi à les simplifier si le malade ne parvient pas à comprendre ce que vous lui dites. Abordez un seul sujet à la fois. Il faut demander plutôt qu'imposer. Les malades d'Alzheimer ont du mal à donner leur avis, dire ce qu'ils aiment ou non. Évitez d'imposer les choses au malade. Écoutez le malade. Prenez compte de son avis. Ne pas l'écouter peut le rendre passif ou au contraire agressif. C'est pour lui une manière d'exprimer son refus. Mais avec l'évolution de la maladie, les conversations deviennent de plus en plus compliquées. Il faut trouver de nouveaux moyens de communication. On pourra alors utiliser les mimiques du visage, des gestes, le regard. Par exemple, pour lui dire de manger, vous portez la fourchette à la bouche. On peut utiliser des supports visuels, l'écriture, le dessin, les photos. La mémoire visuelle est parfois meilleure que la mémoire auditive. On peut stimuler ses autres sens en utilisant la musique par exemple. Enfin, la mémoire affective est la dernière à être touchée par la maladie. Les gestes de tendresse seront perçus. Continuez à avoir des gestes d'affection par le toucher. Ces troubles peuvent prendre différentes formes. Anxiété, dépression, apathie, c'est-à-dire l'incapacité d'être ému ou de réagir, de l'agitation, de la désinhibition agressive, c'est-à-dire avoir un comportement plus démonstratif ou avoir un comportement inapproprié, voire violent. Les troubles psychologiques et comportementaux légers, mais qui sont très fréquents, la dépression et l'apathie. La dépression se manifeste par un sentiment de tristesse, une perte de plaisir. Le malade dort moins bien, il perd l'appétit. L'apathie, elle, touche environ la moitié des personnes souffrant d'Alzheimer. Cela se manifeste par une perte de motivation dans le comportement et dans les pensées. Les personnes apathiques ont moins d'intérêt à discuter ou à faire des activités. Dès que l'on constate ces symptômes, anxiété, changement d'humeur, perte de poids anormale, réduction de l'alimentation, il faut alerter les familles et consulter un médecin. Deuxième point, les troubles plus complexes comme la question répétitive, la désinhibition, les idées délirantes et paranoïaques ou les hallucinations. Si vous constatez ce genre de comportement, consultez un professionnel de santé pour réévaluer le traitement et vous conseiller. D'une manière générale, pour éviter ces situations, maintenez une routine quotidienne. Face à des questions répétitives, il faut toujours rassurer le malade, comprendre ce qui le perturbe. Est-ce que c'est le lieu, une personne dans la pièce, une peur? Pour pallier à cela, on peut utiliser la technique de diversion évoquée. Vous pouvez apporter des objets rassurants. Pour éviter les angoisses liées à l'heure, laissez une montre, une horloge. Concernant le trouble de la désinhibition, le malade n'a plus de filtre, il n'a plus conscience de ses gestes et de ses paroles. Certains lieux ou certaines situations peuvent provoquer ces comportements. Il faut donc les éviter. Il faut éviter de blâmer ou d'humilier le malade. Il faut toujours être rassurant, calme. La technique de diversion peut aussi très bien fonctionner dans ces situations. Concernant les idées délirantes ou paranoïaques, elles sont causées directement par la maladie. Le malade va souvent croire qu'on veut lui faire du mal. Ces idées apparaissent généralement après des changements de routine, de stress, de fatigue. C'est pourquoi il est important de maintenir un environnement calme et une routine. Si ces idées persistent et ou s'intensifient, il faut consulter un médecin. Concernant les hallucinations, elles peuvent être visuelles, auditives. Il ne faut pas nier ces hallucinations. Il faut calmer le malade, faire diversion. Pour lui, tout ceci est perçu comme une chose réelle. Parlez de ces hallucinations à un médecin si elles prennent trop de place. En résumé, cherchez les causes de ces troubles. Elles sont peut-être dans l'environnement du malade. Maintenez une routine, un environnement calme et agréable. Restez calme, tolérant, même si c'est compliqué. Rappelez-vous que c'est la maladie qui produit ces comportements compliqués. N'hésitez pas à faire appel à un médecin et à demander de l'aide. La maladie d'Alzheimer entraîne progressivement des difficultés pour effectuer les activités de la vie courante. Les plus compliquées, la conduite, la gestion des factures, deviennent rapidement irréalisables. En revanche, les activités quotidiennes les plus simples sont réalisables et maîtrisées plus longtemps. Il faut encourager le malade à effectuer ces tâches qu'il est encore capable de réaliser. Avec un bon accompagnement, les malades d'Alzheimer peuvent demeurer à domicile assez longtemps. Voici quelques astuces pour maintenir les capacités et indépendance du malade. Les activités du quotidien de votre bénéficiaire. Tout d'abord, l'emploi du temps. Il faut un emploi du temps précis et cadré. Cela évite le stress et l'anxiété. Concernant la toilette, la maladie peut affecter la notion d'hygiène et le malade ne prend plus soin de lui. Pour contrer cela, vous pouvez mieux éclairer, afficher des symboles dans la salle de bain, rendre les accessoires de toilette plus accessibles, réaménager la salle de bain, éliminer les objets inutiles,
Rangez les choses toujours à la même place et encouragez le malade à aller aux toilettes. Concernant les tâches domestiques, comme la préparation des repas ou les entretiens ménagers, évaluez l'autonomie du malade. Arrive-t-il à entretenir son domicile, à faire ses repas, éteindre les plaques? Afin de faciliter l'exécution de ces tâches, vous pouvez afficher ses recettes préférées, afficher les tâches à effectuer, laisser des instructions sur les appareils électroménagers, laisser des notes de rappel, privilégier les appareils qui s'éteignent automatiquement, regrouper des articles par thème, c'est-à-dire différencier les articles d'entretien et les produits alimentaires, rendre inaccessibles les produits dangereux. Le maintien d'une bonne alimentation est primordial. Il faut donc surveiller son poids, surveiller le frigo, penser à se faire livrer des repas par exemple si besoin, laisser des mots, l'appeler pour se rappeler de manger par exemple. Si avec l'évolution de la maladie, les gestes pour se nourrir deviennent compliqués, il faut savoir que des couverts adaptés par exemple existent, ou sinon on peut découper ou mixer la nourriture pour aider le malade. Pour s'habiller, il faut vous assurer qu'il ne conserve que des vêtements adaptés à la saison à disposition. Il faut privilégier les habits faciles à mettre et confortables. Il faut agencer les tiroirs ou placards de manière simple, les identifier avec des étiquettes par exemple. Laisser une chaise à côté de ses habits pour faciliter la manipulation des vêtements. Lui faire des rappels concernant la lessive ou l'aider à la faire. Pour les déplacements, afin de faciliter les déplacements et de réduire les risques qui y sont liés, vous pouvez veiller à ce que le malade garde toujours sur lui, quand il sort, sa pièce d'identité et un document où figure son adresse, son numéro de téléphone et éventuellement le vôtre. Placez un signe distinctif devant la porte de son appartement ou de sa maison pour s'assurer qu'il reconnaisse l'endroit. Si votre bénéficiaire est désorienté au sein de son domicile, vous pouvez afficher des signes ou des illustrations pour indiquer les pièces de la maison. Gardez au maximum les portes des pièces fermées pour éviter la confusion. Installer des lampes veilleuses pour éviter la confusion la nuit, notamment dans sa chambre. Installer une lampe tactile à côté de son lit, s'il se réveille la nuit. Laisser une horloge numérique aux chiffres lumineux dans sa chambre. Si votre bénéficiaire a tendance à se réveiller la nuit, envisagez de placer des objets à côté de son lit qui lui permettent d'avoir accès à des activités agréables, un livre, des revues, des photos, des jeux. Concernant la prise de médicaments, même si ça ne fait pas partie de vos attributions, assurez-vous que votre bénéficiaire prend tous ses médicaments, les bonnes doses et au bon rythme. Concernant la sécurité, la décision de laisser un malade d'Alzheimer seul chez lui dépend des personnes et des contextes. Il faut analyser s'il a conscience des risques, s'il saurait réagir en cas d'urgence. Il faut s'assurer qu'il n'a pas tendance à sortir de la maison ou à se mettre en danger, perte d'équilibre, conduite de la voiture. Vous pouvez aussi sécuriser le domicile avec des appareils domestiques qui s'éteignent automatiquement et empêcher l'accès de la voiture. Dans un deuxième point, nous allons aborder les activités pour le bien-être, le plaisir et la stimulation de votre bénéficiaire. Comme on l'a vu, rester inactif est vivement déconseillé pour les personnes touchées par la maladie d'Alzheimer. L'inactivité est néfaste pour le corps et l'esprit et a une forte responsabilité dans l'aggravation des symptômes de la maladie. Il existe de nombreuses activités adaptées aux patients touchés par cette maladie. Cependant, il faudra les adapter en fonction de l'avancement de la maladie et du goût du patient. Voici quelques idées d'activités bénéfiques pour le patient. Les jeux et la stimulation cognitive, comme les jeux de cartes, les mots croisés, aller au théâtre, jouer au Scrabble. Le fait de stimuler intellectuellement le cerveau au moins 2 fois par semaine diminue de moitié le risque de développer une démence ou la maladie d'Alzheimer. L'activité physique, elle réduit les troubles du comportement dus à l'ennui et la frustration. Par exemple la marche, le vélo, les étirements, bien sûr quand cela est possible. Les activités artistiques, comme chanter, écouter de la musique, danser, la peinture, si possible en groupe pour conserver du lien social. Le jardinage, le bricolage, la cuisine, qui favorise la concentration, stimule les sens, rappelle le savoir-faire, tout cela est positif pour l'humeur. Attention aux changements chez le malade. La maladie évoluant, il est important d'adapter les activités à l'évolution de la maladie. Certaines ne seront plus possibles avec le temps et continuer à les pratiquer pourrait provoquer de la frustration, de la colère, de la dépression chez votre bénéficiaire. Voici maintenant le quiz sur la maladie d'Alzheimer avec 4 propositions. Parmi ces propositions, une ou plusieurs réponses sont possibles. Première question, parmi les affirmations suivantes, laquelle est vraie? Réponse A. La maladie d'Alzheimer apparaît chez les personnes jeunes. Réponse B. Les femmes sont plus touchées que les hommes. Réponse C. Les sportifs de haut niveau comme les rugbyman sont moins touchés. Réponse D. Toutes les personnes âgées souffrent de la maladie d'Alzheimer. Deuxième question. Parmi les affirmations suivantes, laquelle est vraie? Réponse A.
l'évolution de la maladie se fait sur plusieurs années. Réponse B. Le malade perd brusquement la mémoire. Réponse C. Tous les malades ont les mêmes symptômes. Réponse D. La perte de mémoire est le seul symptôme de la maladie d'Alzheimer. Troisième question. Parmi les affirmations suivantes, laquelle est vraie? Réponse A. Une personne angoissée, irritable, souffre forcément de la maladie d'Alzheimer. Réponse B. La perte de mémoire progressive doit alerter les proches. Réponse C. Il est préférable d'isoler le malade. Réponse D. Il existe plusieurs médicaments pour soigner la maladie. Quatrième question. Parmi les affirmations suivantes, laquelle est vraie? Réponse A. Il ne faut pas hésiter à crier sur un malade et à lui imposer ce qu'il doit faire. Réponse B. Parler calmement face à un malade est préférable pour capter son attention. Réponse C. On peut parler de plusieurs sujets en même temps avec le malade pour le stimuler. Réponse D. Cela ne sert à rien de communiquer avec le patient puisqu'il n'a plus de mémoire. Cinquième question. Parmi les affirmations suivantes, laquelle est vraie? Réponse A. Ce n'est pas grave si le patient ne prend pas tous les jours ses médicaments puisqu'on ne peut pas soigner la maladie. Réponse B. On peut laisser tout faire à un malade souffrant de la maladie d'Alzheimer. Réponse C. Face à un patient en crise, il est souvent préférable de changer de sujet pour le calmer. Réponse D. Il faut tout bien expliquer longuement au patient pour lui rappeler ses souvenirs. Sixième question. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies? Réponse A. Il faut un emploi du temps cadré. Réponse B. Il faut laisser le malade faire ce qu'il veut pour ne pas le stresser. Réponse C. Il faut rassurer le malade. Réponse D. On peut utiliser des gestes ou des mimiques pour se faire comprendre. Septième question. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies? Réponse A. L'environnement peut être la cause de troubles du malade. Réponse B. Il faut maintenir une routine pour ne pas déstabiliser le malade. Réponse C. Il faut toujours rester calme, tolérant, même si c'est compliqué. Réponse D. Cela ne sert à rien d'appeler le médecin puisqu'il n'y a aucun traitement adapté. Question numéro 8. Parmi ces activités, lesquelles pouvez-vous proposer à votre bénéficiaire souffrant de la maladie d'Alzheimer? Réponse A. Les mots croisés. Réponse B. Le chant. Réponse C. La danse. Réponse D. La marche. Neuvième question. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies? Pour assurer la sécurité d'un malade souffrant d'Alzheimer, il faut. Réponse A. Toujours l'enfermer dans une pièce sécurisée. Réponse B. Ranger les choses toujours à la même place. Réponse C. Sécuriser la maison avec du matériel adapté. Électroménager qui s'éteint seul, réglage de la température d'eau, etc. Réponse D. Veiller à ce que le malade garde toujours sur lui quand il sort sa pièce d'identité et un document où figure son adresse, son numéro de téléphone et éventuellement le vôtre. Dixième question. Parmi les affirmations suivantes, laquelle est vraie? Réponse A. La maladie d'Alzheimer peut se transmettre par l'air. Réponse B. La maladie d'Alzheimer peut se transmettre au contact d'une plaie. Réponse C. La maladie d'Alzheimer peut se transmettre par les aliments. Enfin, réponse D. La maladie d'Alzheimer n'est pas contagieuse.